Bienvenue dans ce best-of spécial super-héros. Vous découvrirez ou redécouvrirez Yumi et le cosplayer d'Iron Man, Laurent qui nous parle de Stan Lee, le réalisateur David Sario, l'interview carrière de Klaus Johnson, ex-collaborateur de Batman Dark Knight, une enquête de Baptiste et Nico sur les super soldats, le talent web Raphaël Descraques et ses super métros, un focus sur Rob Liefeld et son trait de crayon catastrophique, un retour sur la Flanders Company et ses super méchants, et enfin, un sujet sur les mutations génétiques. Bombez le torse, mettez le masque, c'est parti. Je sens l'odeur du crime dans l'air de Gotham City. Le Joker ne doit pas être loin. Le Joker. Ouais, je sais, mais ils avaient plus que ça au magasin. Alors attends, on fait un best-of plus ou moins geek, spécial super-héros. Je porte un costume en lycra qui gratte et toi, t'es en Mario. Bah, c'était soit ça, soit Peach, soit Pikachu. Oui, bah, j'aurais peut-être préféré Pikachu, au moins il lance des éclairs, il est un peu méchant. Ouais. Bon allez, on démarre avec Yumi, sa rubrique cosplay, tu pourras peut-être apprendre à coudre un costume de super méchant. J'aime pas les aiguilles. Rubrique cosplay avec Yumi. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour découvrir mon invité du jour. Indice numéro 1, c'est un PDG d'entreprise. Indice numéro 2, il est riche et égocentrique. Indice numéro 3, c'est un inventeur de génie. Indice numéro 4, il combat le crime. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Je crois qu'il est temps pour moi de découvrir mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Donc avant de découvrir ta véritable identité, comment est-ce que je dois t'appeler? Dorian. Dorian. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Des études d'architecture. J'ai obtenu mon bac il n'y a pas très longtemps. Donc je pense qu'il est maintenant temps pour nous tous de découvrir la véritable identité de Dorian. Donc tu vas nous parler un peu de ton cosplay? Oui, je vais vous présenter ça. Donc voici un bras. Donc partie biceps et avant-bras. C'est quelle matière en fait que Alors tu de la utilises? tôle d'aluminium très très fine, donc 1 mm, pour millimètre. pouvoir la tordre manuellement. Donc je commence d'abord par des croquis. Donc c'est les oui. calculs d'échelle, les mesures à prendre, etc. Donc tu prépares en fait tout un carnet avec des croquis différents. Tu prends les images de référence ou tu regardes le film plusieurs fois en te repassant toutes les Il scènes? y a un petit peu des deux. Donc en fait, tu t'es inspiré de tous les films Iron Man. Exact. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Iron Man d'ailleurs? Parce que grand fan de Marvel et DC Comics depuis une bonne quinzaine d'années. Et j'ai apprécié ce qu'ils ont fait sur les films, les armures rendent très très bien, donc je me suis inspiré pour faire un super cosplay. Après, je vois les chaussures de sécurité. Exact. Donc tu as pris des chaussures... Chaussures basiques, taille 42, et j'ai adapté les plaques métalliques par-dessus pour être maintenu comme il faut, pour pas que ça s'enlève, tout simplement. Là, c'est les petites attaches, c'est ça? Exact, les rivets. Les rivets. Donc il y en a plusieurs formats, comme tu peux voir. Ça dépend des discrétions que je veux donner, si je veux qu'on les voit ou pas. Et pour attacher toutes les parties? Alors, du sanglage. Des sangles? Donc des sangles, ça se trouve un petit peu partout, sac à dos, on trouve ça un petit peu dans tous les magasins équipés. Et des clips, comme pour les sacs à dos. Donc un mâle, une femelle qui s'emboîtent, et voilà. C'est mignon. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps environ pour faire tout ça? Environ 130 heures. Donc si tu veux peindre par exemple une armure en aluminium, Oui. tu utilises quoi? De la bombe? Alors non, alors il faut commencer par déjà limer la totalité de la surface. Il faut la poncer pour enlever la couche lisse, on va dire, de l'aluminium. Il y a une couche d'alumine, c'est le terme exact. Et pour que la première couche d'adhérence adhère, ce qui est logique, pour après mettre une couche de peinture de carrosserie, plus un vernis derrière pour rendre la chose brillante. D'accord. En plusieurs étapes. Un peu comme dans le film quand il dit rajoute-moi de la carrosserie rouge. Exact. Comme pour peindre une voiture finalement. Alors je voudrais remercier le groupe Avengers, et donc c'est grâce à eux que j'ai pu montrer tout ça. Ils se reconnaîtront et je les remercie énormément. Donc peut-être que tu vas nous donner un petit conseil à pas oublier quand on veut faire un cosplay d'Iron Man. Alors oui, donc essayer d'avoir un endroit très aéré, car les poussières d'aluminium et tout ça sont assez toxiques. Et il faut éviter qu'il y ait un contact avec la peau directe, car j'ai eu des réactions allergiques. Des réactions allergiques avec l'aluminium? Exact, avec la poussière, c'est assez toxique. Et mettre de la mousse après que l'armure soit finie pour pas qu'elle soit en contact direct avec la peau. D'accord, donc c'est cette mousse-là, c'est ça? Exact. Donc il y a un peu d'épaisseur quand même? Oui, et porter un masque et aérer au maximum, ça peut être dangereux.
D'accord, donc des gants aussi peut-être? Des gants pour travailler aussi. Donc peut-être une astuce pour éviter de se couper, ça a l'air un peu... Il faut limer au maximum, avec une petite lime à métaux, le maximum possible pour pas se couper. D'accord. Tout ira bien. Merci de nous avoir présenté donc, ton cosplay d'Iron Man. Oui, en espérant que ça encourage les gens à vouloir en faire aussi. Car c'est pas si compliqué que ça, il faut juste beaucoup de passion et beaucoup de temps. D'accord. Et pour finir, on va faire un petit récapitulatif chiffre du cosplay d'Iron Man. Le cosplay d'Iron Man, c'est 130 heures de travail, 154 pièces, une centaine de croquis et 20 kilos. Coupé. Il fait froid ce soir à Gotham. J'aurais peut-être dû mettre une petite écharpe. Un petit peu ça gratte. Attends David, je suis sûr que Mario ça peut devenir un super vilain. Non, c'est pas crédible, une seconde. Écoute, tu te souviens des étoiles? Oui, les étoiles de Mario qui brillent. Oui, voilà, c'est ça. Eh ben moi je les utilise comme shuriken. Regarde. Odaï. Ouh. Ninja. Aïe. Bon, je pense qu'on va plutôt regarder un sujet sur Stan Lee, dont Laurent nous a parlé en plateau. On se retrouve juste après. Jamais Mario il aura de comics par Stan Lee, c'est nul. Nul. Rubrique BD et romans avec Laurent. J'ai parlé de Ditko, tu m'as dit ouais, mais je croyais que c'était Stan Lee qui avait tout créé, tout ça. C'est vrai que tu étais un peu surpris de la façon dont je parlais de Stan Lee. J'en ai avalé mon croissant. Je précise quand même que cette chronique-là, dans une précédente émission, a quand même été assez virulente sur Internet, sur notre forum. Hein, quoi. Et c'est vrai que Stan Lee, je trouve qu'il y a des idées reçues. Moi, quand j'étais gamin, que j'achetais le Strange Special Origin, hein, on peut envoyer la vidéo d'ailleurs, on va voir ce vieux. J'en ai encore quelques-uns, moi. Et bien, on voyait la tête de Stan Lee, quoi. On voyait la tête sur les trucs Special Origin. On croyait que c'était lui qui avait tout inventé. Ça, c'est un documentaire assez au milieu de la couve en plus. Hein. Voilà. Stan Lee qui n'est pas un perdreau de l'année parce qu'il est quand même né en 1922. Ouais. Alors c'est vrai qu'il a participé à tout ça, hein, à Marvel, on peut pas lui enlever ça, mais il y a quand même des points un peu litigieux. C'était lui. Il a mis longtemps, par exemple, à reconnaître qu'il n'avait pas tout créé tout seul. Pendant longtemps, il a dit, voilà, Spider-Man, c'est moi qui l'ai créé. De toute façon, l'histoire est toujours écrite par les gagnants, bien sûr. Ouais. Sauf qu'il y a des historiens, du coup, qui sont allés voir un petit peu. Et Ditko, lui, il a dit, ben, quand même, j'ai beaucoup participé. Kirby a dit, les 4 Fantastiques, c'est moi. Mais c'est limite une révolte, parce qu'il y a un moment, ça... Il y a eu un moment... Alors, Stan Lee et Kirby, c'est très très vieux, il y a une anecdote que j'adore. Stan Lee est rentré chez Timely Comics, qui allait devenir Marvel Comics un peu plus tard, à 16 ans, au début des années 40. Joe Simon et Jack Kirby venaient de créer Captain America. Et pour bosser pour un concurrent et faire un concurrent à Captain America, parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient loué une chambre d'hôtel. Entre midi et deux, ils allaient bosser. Le soir, ils allaient bosser. Et Stan Lee allait fouiner. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Allez, montrez-moi. Ils l'ont laissé rentrer. Et une semaine après, ils se sont fait virer de Timely parce que quelqu'un les avait dénoncés. Quelqu'un a appris qu'ils bossaient pour le concurrent, quoi. Et Jack Kirby aurait dit, ça c'est plusieurs témoins ont dit, la prochaine fois que je vois ce fils de pute de Stan Lee, il est mort, quoi. Et donc déjà les relations entre les deux étaient déjà assez tendues. Alors le processus de création, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que Stan Lee il a inventé The Marvel Way, la façon d'écrire à la Marvel, c'est-à-dire j'appelle Jack ou je vais le voir et je lui dis Jack, ben voilà, dans l'épisode 3, les 4 Fantastiques, ils se bastonnent contre Galactus et il se passe ci et ça. Voilà, genre il lui fait un résumé de 10 lignes. Soit il l'écrit, soit il lui dit. Et Kirby dessinait 18 pages, lui tout seul. Sauf que, alors Stan Lee, on ne peut pas lui dénier qu'il a un certain talent pour les dialogues, quoi. C'est vrai que Stan Lee, il avait cette façon de faire parler les gens comme les gens de la rue. C'est ce qu'il a apporté dans les comics. C'est la façon dont c'était des gens normaux. Ça devenait, voilà, les 4 Fantastiques, c'est une famille. Ils se tapent sur la gueule quand ils ne sont pas en train de taper sur les méchants. Mais les autres lui en voulaient un peu, je pense, de prendre tout le crédit. C'est-à-dire que Kirby, pendant qu'il bossait, pendant toutes les années 60-70, surtout les années 60, Stan Lee faisait le tour des universités auprès des étudiants et disait, bah oui, Spider-Man, X-Men, c'est moi, voilà, je suis le Shakespeare du XXe siècle. Et ça, les mecs, ils en ont voulu. Pareil, hein, des fois, il va dans des conventions, il dit, bah, de toute façon, j'écris les chroniques. Mais non, moi, je mets carrément une chemise hawaïenne, des petits tunnels, je parle comme ça, et les gens me jettent des cailloux, en fait. Une dernière info, tu me parlais des initiales. Ouais, voilà, il avait trouvé un moyen mémotechnique parce qu'il oubliait toujours le nom des persos. Donc il avait trouvé, il faut pour m'en souvenir, je vais mettre les mêmes initiales, des doubles initiales. Peter Parker, Pépé, Bruce Banner, voilà. Je me souviens, une fois, il était en convention, il faisait Reed Richards. Spider-Man, voilà. Ouais. Nous, on n'est pas des super-héros, on n'a pas. Mais tu détruis le mythe au marteau-piqueur. Franck, Mario n'est pas un super-héros ni un super méchant, même si c'est Super Mario. C'est super nul. Mais non, attends, c'est un super méchant. J'ai tué des centaines de milliers de tortues, j'ai éclaté plusieurs faux Bowser et en plus, je lance des boules de feu comme la torche humaine. Prouve-le. Voilà, regarde.
Ouais, enfin, attends. C'est nul. Non, attends. C'est encore plus nul. Bon, allez, tout de suite, un sujet sur David Sario qui réalise des films sur les super-héros. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Mais c'est Daredevil! Et pourtant, ce n'est pas le film officiel. Et le Punisher, pareil, vous ne connaissez pas cette version. Et là, c'est Hulk, mais ce n'est pas non plus dans les films Marvel. Et non, car il s'agit d'un fan-film, des films faits par des fans, quoi, derrière lesquels se cache David Sario. Ses courts-métrages faisaient déjà à l'époque le tour de la toile. Élevé aux comic books, il a réalisé 2 fan-films mémorables. Parle-nous du premier, David. Alors, le premier court que j'ai fait seul, que j'ai produit, que j'ai réalisé, c'était Daredevil The Teaser. Donc ça procédait de la même envie, c'est-à-dire de mettre en image les héros qui me faisaient rêver lorsque j'étais petit. Donc je me suis lancé dans cette aventure. C'était en 2000, il est sorti en 2001. Ça a été mes débuts dans le métier. On va dire qu'il se regarde encore, mais il faut le remettre dans le contexte. Suivra ensuite sa version du personnage de Hulk dans le court-métrage Projet Gamma. Projet Gamma découle de Daredevil puisque c'est un geek qui s'appelle Luc Damy qui m'avait contacté parce qu'il voulait produire mon deuxième court. Voilà, on s'est mis d'accord sur Hulk. De là, il avait proposé un premier concept. On l'a tourné en 35 mm parce que c'était un peu la seule manière d'avoir une image de qualité à ce moment-là, en 2003. Ça a été une astuce, une anecdote que je peux pas encore dire, comment j'ai réussi à avoir les péloges de 35, mais ça, voilà. Petit secret. Ça a pris quelques mois pour l'écrire, 1 an de post-prod. C'est sorti 1 mois avant le Hulk d'Ang Lee. C'était le moment où j'avais une opportunité de le faire. C'était dans la continuité de ce que j'aimais. C'était la deuxième fois où je me suis dit, si je fais rien d'autre dans ma vie, j'aurai au moins à réaliser 2 films de super-héros. Enfin, 2 courts-métrages de super-héros. Une fois, j'ai rencontré Joe Quesada. J'ai eu la chance que Guillermo del Toro aussi m'envoie un petit mail. Voilà, Louis Leterrier. Et je sais que les gens de la Marvel l'ont vu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisateur? C'est plutôt les comics et vouloir adapter un comics au cinéma qui m'a donné envie d'être réalisateur, puisque j'avais envie de voir en live les super-héros qui me faisaient rêver lorsque je lisais des comic books. David a même tenté l'aventure américaine, longtemps en liste pour réaliser la suite du film The Punisher, sorti en 2004 et réalisé par Jonathan Hensley. Raconte la genèse de cette aventure. J'étais invité à un festival, au festival du film d'action de Long Beach, en Californie, parce que Feedback, qui était le démo reel d'un long métrage polar d'action de série B, est le seul festival auquel j'ai envoyé mon court. Et en fait, il a été sélectionné dans la catégorie meilleur court et meilleure scène d'action de l'année. Du coup, j'y suis allé. J'ai eu un rendez-vous, mais qui avait été un petit peu organisé un peu avant avec Steven Schneider, le producteur des Paranormal Activity à la Paramount. Il m'a dit, écoute, on aime bien ce que tu fais. Il m'a envoyé vers 2 agents. Et ils m'ont dit vraiment concrètement que c'était Projet Gamma qui les avait décidés. Donc de là, ils m'ont dit on t'enverra des scripts à ta mesure. Et quelques mois après, ils m'ont envoyé le script de Punisher 2. Je leur ai dit je veux absolument le faire. Le script avait des hauts et des bas, mais je me suis retrouvé sur la liste. Je savais que même si j'étais sur la liste, j'étais certainement le dernier sur la liste. Et donc il fallait qu'à un moment donné, je montre visuellement quelle était ma vision du personnage. Et puis voilà, c'était un plaisir personnel que j'avais envie de... J'avais une bonne raison de le faire. Et donc j'ai fait ça assez rapidement et je leur ai montré le teaser. Ça s'est très bien passé, il a été bien accueilli, au point que beaucoup de gens, puisqu'il a fait plus de 2 millions de connexions sur une certaine durée, ont cru que c'était le teaser officiel. Donc il y avait toutes les polémiques autour de mais pourquoi ont-ils changé de comédien, Thomas Jens. Donc c'était avant qu'ils prennent Ray Stevenson. Donc c'était plutôt positif. Mais ils ont fini par prendre la réalisatrice qui avait réalisé Hooligan, parce qu'ils m'ont dit clairement, il te manque un long métrage voilà, à ton actif. C'est ça qui fait qu'on a un peu peur, même si on est quand même convaincu par ton boulot. Voilà. La réalité du terrain, quoi, tout simplement. As-tu envie de retenter ta chance aux États-Unis, aux States? Pourquoi pas? Presque, j'ai envie de dire, je préfère faire une suite direct ou vidéo où au moins je suis payé, au moins j'exerce mon boulot que faire une pub, la lessive en France, quoi. Quel personnage de comics aimerais-tu adapter pour le cinéma? J'aurais adoré faire Daredevil, évidemment. Hulk m'aurait énormément intéressé également. Superman.
Je crois que je suis né pour faire Superman. Je le ferai jamais, mais c'est vraiment ça qui m'a amené là où je suis actuellement. Donc c'est mon personnage fétiche. David est un réalisateur qu'on espère vite retrouver aux commandes de son premier long métrage. Bon, attends, écoute David, je peux te montrer que je suis un super méchant. Regarde. Batman, j'ai entraîné un chien terrible qui va te mordre jusqu'à la moelle épinière. Un chien qu'on pourrait comparer à Cerbère tellement il est terrifiant. C'est mon Yoshi. Attaque Yoshi. Ouh, il est féroce. Attaque. Allez, vas-y. Bon, je crois qu'on a quand même le temps de regarder un sujet sur Klaus Johnson, l'encreur de Batman Dark Knight, et on se retrouve juste après. Oh, il est mignon, mon petit Yoshi. Il est mignon. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. C'est un maître des comics que nous accueillons, mais un maître dans un secteur que vous ne connaissez peut-être pas ou mal, l'ancrage. Klaus Johnson a œuvré pour Marvel sur des séries telles que Les Défenseurs, Daredevil et surtout Dark Knight Returns chez DC Comics, qui lui vaudra une bonne engueulade avec Frank Miller, mais nous y reviendrons plus tard. En quoi consiste le métier d'encreur, Klaus ? Eh bien, d'abord, tous les encreurs ont une croix à porter, parce que personne ne sait ce que l'on fait comme travail. Mais il n'y a pas de différence majeure entre le dessin et l'ancrage. Dans les deux cas, il s'agit de raconter une histoire, mais avec des outils différents. Un dessinateur se sert d'un crayon et un encreur d'encre, d'une plume et d'un pinceau pour raconter une histoire. Comment es-tu arrivé chez Marvel ? Tout petit déjà, je voulais devenir dessinateur. Et vers 21 ans, j'ai tenté de trouver du travail comme dessinateur, mais je n'étais pas assez bon. Alors je me suis dirigé vers une discipline dans laquelle j'étais bon. Et Marvel m'a embauché comme encreur. Ensuite, le destin a fait le reste. C'était très important pour moi de partir à New York, de quitter ma famille et d'avoir ma propre vie. Je ne voulais pas attendre de devenir meilleur comme dessinateur alors que Marvel ou DC pouvaient m'embaucher comme encreur. Depuis, j'ai appris à devenir un bon dessinateur. Et je crois un auteur pas mauvais, un bon coloriste et un professeur. J'ai toujours essayé de progresser, mais je me suis servi de l'ancrage pour me lancer dans le business. Tu es né en Allemagne. La légende veut que tu aies appris l'anglais en lisant les comics. Alors, mythe ou réalité ? Oui, la légende est vraie. Je suis arrivé aux États-Unis à 5 ans, entre la maternelle et le CP. Et j'ai découvert la BD cet été-là. Mes parents ont déménagé en juin et j'ai découvert les comics pendant cet été. Et j'ai appris à lire et à parler anglais en regardant les BD et en associant les images aux mots. Et je pense vraiment que c'est pour cela que les images et la façon dont elles peuvent transmettre les informations m'ont toujours fasciné. Alors c'est quoi ce clash avec Frank Miller ? Sur Dark Knight, notre dernier projet en commun, nous avons eu ce qu'on appelle en Amérique des différends créatifs. Mais c'était il y a 25 ans, nous étions bien plus jeunes. Et j'espère que nous sommes plus adultes maintenant. Mais à l'époque, il était impossible pour nous de travailler ensemble. Ce qui peut arriver dans le futur, on ne sait pas. Tout est possible. Quels sont tes futurs projets ? J'aime faire un peu de tout. Il y a toujours sur mon bureau un projet que je dessine, un autre que quelqu'un encre,
Un que j'encre moi-même et un que je dessine et que j'encre. En ce moment, je travaille sur une mini-série Daredevil que Bill Sienkiewicz encre. Je dessine et encre 2 histoires de Spider-Man, le nouveau Captain America que dessine John Romita Jr. Donc voilà, j'aime faire un peu de tout. Je suis aussi sur un projet personnel appelé Secret Creatures que l'on va bientôt essayer de vendre. Et j'aimerais pouvoir en faire une BD et une série télé. Peux-tu réinventer notre Geekman? Oh mon Dieu! Geekman devrait avoir les 2 pieds au sol. Pour commencer. Ça l'améliorerait beaucoup. Vous voyez, les 2 pieds au sol. On dirait qu'il est en train de danser une polka. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous cherchez. Chez les jeunes, on dit qu'il s'est fait casser. Geekman doit être héroïque. La caméra doit le prendre en contre-plongée. Héroïque, beau, puissant. Bon, alors, c'est juste un croquis, hein. Ne m'en veuillez pas. Que je signe. Et je signe aussi mes droits dessus, c'est ça? Vous savez, parfois, quand un dessin est raté, je signe Chris Claremont. Batman, je vais te montrer que je suis un super vilain. J'ai une arme très méchante. Les champignons. Je vais te les fourrer dans la bouche. Et comme ça, tu vas t'étouffer avec. En attendant, on pourra regarder une rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Nico et Baptiste sur les super soldats. Crève, Batman, crève. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico. Bien, boss. Aujourd'hui, on enquête sur quel sujet? Super soldat. C'est parti. C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez les jouets G.I. Joe, le côté mecha de Pacific Rim du maître Guillermo del Toro, le jeu de figurines Warhammer, Terminator, L'homme qui valait 3 milliards et son roman originel Cyborg de Martin Caidin, ou encore le jeu vidéo Mass Effect 2. Bon, patron, cette fois, ça n'a pas été facile, hein, parce que le thème du super soldat est un thème relativement sensible, et vous allez voir que le premier point que j'ai trouvé dans ma partie histoire traite des super soldats d'Adolf Hitler, la fameuse Waffen-SS. Ces soldats étaient choisis par leurs compétences physiques, intellectuelles, donc c'était des gens qui étaient drivés de A à Z pour devenir des super soldats. Moi, je pense personnellement, avec les informations que j'ai eues, que la plupart étaient dopés aux amphétamines, et c'est un petit peu ce qui leur a valu cette fameuse réputation de super soldats. Alors moi, patron, je vais vous parler d'exosquelettes, puisque c'est ce qui me semble le plus plausible. Alors maintenant, on oublie totalement Robocop, Universal Soldier, on est plutôt sur la technologie employée dans Crisis, les super soldats de ce jeu vidéo bien connu. Le premier exemple, c'est le robot, ou du moins l'exosquelette de la société RB3D, qui est une société gouvernementale. Ce robot permet de porter des charges jusqu'à 50 kg et son avantage, c'est qu'il est 100% électrique, contrairement à beaucoup de concurrents outre-Atlantique et en Asie. Pour moi, ce robot n'est pas lié à la logistique. En réalité, c'est pas fait pour porter des charges lourdes, comme ils veulent bien nous le faire croire, mais c'est bien pour augmenter la force des soldats français et européens en cas de conflit militaire. Pour faire la liaison des super soldats, on va parler du super soldat, peut-être le plus charismatique, que tout le monde connaît, Captain America. Vous l'avez vu dans les films, dans les comics. Ce personnage représente, pour les Américains, indirectement, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'antinazisme. Il existait une petite division de soldats américains qu'on appelait les soldats Coca-Cola. Les Américains testaient la cocaïne dans le coca, afin de voir si ça pouvait doper les soldats sur le terrain. Les super soldats, en tout cas, c'est les super soldats de la Seconde Guerre mondiale. Pour en revenir à nos investigations, je vais vous parler d'un autre exosquelette qui est développé par des Japonais, qui s'appelle HAL, H-A-L. Cet exosquelette, il est puissant, léger. Il augmente la force de 2 à 10 fois celle de celui qui le porte. Il est utilisé dans le domaine médical et il a 5 heures d'autonomie parce qu'il est 100% électrique. Il dispose d'électrodes que vous allez mettre en contact avec la peau
et va intervenir directement au niveau du signal neuronal envoyé au muscle. C'est-à-dire qu'un patient qui a perdu l'usage de ses jambes va pouvoir se remettre à marcher quasiment en imaginant qu'il va marcher. Moi, j'ai trouvé un point dans l'histoire supplémentaire. Ça, c'est vraiment de l'histoire. On va parler des fameux guerriers de Sparte. Donc, qui sont tous connus, qu'on a vu dans le film 300, dans les comics. Il y a une sorte de mythe autour de cette histoire qui est assez extraordinaire. J'ai l'impression que toutes les armées du monde ont été influencées par ces fameux 300 guerriers de Sparte. On peut utiliser la technique, on peut utiliser la force et l'entraînement, mais on peut aussi utiliser la génétique, la science. Et j'en prends pour exemple un point qui nous bloque aujourd'hui uniquement à cause de l'éthique médicale. Et j'insiste bien sur ce point, patron. Dans les années 80, fin 70, on a créé des porcs qui sont génétiquement modifiés dès la naissance pour pouvoir récupérer leur peau à leur mort et en faire du cuir. Parce qu'il faut savoir que le cuir de porc n'est pas utilisable. Et donc, ces cochons avaient une peau de vache, littéralement. Ça permettait vraiment d'augmenter le flux industriel. Et l'éthique, aujourd'hui, nous empêche de produire des choses comme ça. Personnellement, sur ma partie histoire, j'ai plus ce sentiment qu'on parle de vrais super soldats. Pas de choses qui sont modifiées génétiquement. Pour moi, le super soldat est représenté par un être, le samouraï, qui veut dire en japonais servir, qui va vouer sa vie entière à la perfection pour devenir le soldat suprême, le guerrier suprême. Je vais vous parler de transgénèse, une technique qu'on utilise tous les jours, dans le domaine agricole notamment. On a récemment pris une pomme de terre dans laquelle on a introduit de l'ADN d'araignée. Et figurez-vous que cette pomme de terre, au bout de quelques jours, produisait du fil d'araignée. Imaginez un petit peu les possibilités qu'on peut avoir autour de tout ça, sachant que le fil d'araignée est éminemment plus solide que du fil d'acier. Bon, moi, j'ai plus qu'un dernier point. C'est une histoire qui date des années 20. C'était Staline qui avait mis au point, par un fameux professeur, j'ai dans mes notes son nom, un nom assez exceptionnel, Iranov. Ce professeur avait mis au point une sorte de mutation génétique entre l'homme et les singes. A priori, ça n'a jamais abouti de façon officielle, mais déjà au début du siècle, les grands dictateurs de ce monde imaginaient les futurs Marvel d'aujourd'hui. Pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, il est parfaitement possible de réaliser des armées surentraînées, droguées, génétiquement modifiées, mais que l'éthique médicale nous en empêche. Nous espérons tous les deux que ces informations seront utiles à l'organisation. Franck, ça va trop loin. Mario n'est pas un super méchant. Sauf quand je suis en Mario Glace. Ah oui, tu vas faire quoi avec ta boule de neige? Je vais te la mettre dans le slip. Oh. Et tu vas avoir gla-gla au bouboule. Oh. C'est terrible. Et pour vous empêcher de voir ce spectacle insoutenable, je vous conseille de regarder Raphaël Descraques, qui a notamment réalisé les Super Métro. Allez, c'est parti pour la torture. Ah, c'est froid. Oh, c'est froid. Ouh là là, gla-gla. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Ah, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, mais cet air de famille, c'est... Mais oui, c'est Raphaël Descraques, le petit frère de François, au pilier de cette émission. Hormis jouer le rôle de Raph dans Le Visiteur du Futur, il multiplie les vidéos d'humour sur le net avec un grand talent. Commençons avec les Super Métro. La métropole a besoin de nous. Elle est en retard. Ensemble, nous sommes son seul espoir. Merci, Lune. Châtelet. Super Métro, ça a bien fait, bien tourné, ouais, le jour et les 2-3 jours qui suivent après sa sortie. C'est vrai que ça m'a bien étonné parce que je l'ai sorti le 27 juin et j'ai rien fait avec. La fête est finie, RERB. Descente à gauche. Please get on the train on the left. Bajada por lado izquierdo. En fait, j'étais en cours ce jour-là pendant toute la journée, donc aucun accès à Internet et tout ça. Et je reçois un appel de ma mère qui dit ah, on a vu ta nouvelle vidéo, c'est très sympa, t'es sur Le Monde, mon chéri. Et du coup moi, quand elle disait ça, c'était genre la façon à elle de dire que j'étais sur Internet. J'ai dit oui, maman, je suis sur Le Monde. Et en fait, c'était parce que ouais, le monde.fr avait fait carrément un article le jour même. Et ce qui m'a bien surpris et ça fait vraiment plaisir. Raphaël enchaîne ensuite avec le premier film X en motion capture, une technique pour enregistrer les mouvements des comédiens par ordinateur, comme dans le Tintin de Spielberg. Sauf que là, c'est un film X. Avec des copains, on rigolait sur le titre Coq en stock, où on le disait comme si c'était un film porno, avec Coq en stock, comme ça.
Et du coup, c'est né de là, avec la sortie de Tintin qui arrivait. Je me suis dit, tiens, je vais le faire. En plus, pour un sketch aussi, sur le DVD de la saison 1 du Visiteur, on avait une fausse tenue de fausse motion capture. Et du coup, je l'ai demandé à mon frère. J'ai rajouté un détail qui est le pénis capture, le capteur de pénis, le captub que j'ai appelé. Et du coup, j'ai tourné ça assez rapidement. Vu que c'était un concept d'interview, c'était pas très dur à monter. No, that the first motion captured porn was going to be a gay porn. But with the character of Tintin, we had no choice. Tintin is really gay. Ça fait rire ma mère, mais c'est vrai qu'elle me le reproche un peu de m'être attaqué à Tintin. Mais Raphaël s'est aussi passé du trash au touchant, avec une vidéo proche du conte. Un court-métrage très personnel sur l'inspiration. Well, that was one of those nights. Je savais que ça sur le web c'est mort quoi. Tu fais pas tourner trop délire cette vidéo. Mais je l'ai fait pour moi, pour me cogner un peu à l'animation. Tiens, j'ai une idée, mais genre avec des plans impossibles à faire en vrai, comment je le fais? C'est les nuits où j'avais pas mal d'idées et tout ça. Et t'arrives pas à dormir parce que t'as plein d'idées. Tu sais que tu feras la moitié de ces idées, mais du coup j'avais eu l'idée d'un mec qui avait plein d'idées. C'était des photos en fait. J'ai pris en photo pour ce qu'est les décors. J'ai pris en photo du papier canson découpé. Et après sur After Effects j'ai tout mis en ordre et tout. Et l'animation reste très basique, mais c'était très long à faire. Mais ouais, c'est la simplicité du truc au final un peu rajouté un petit charme. My 7 ideas, one of them was about a guy who dies and give all of his ideas to another guy so that he could make videos about it. Good night. Raphaël a aussi tourné des vidéos complètement folles, des danses en plein milieu de la foule, un bond des fouloirs justement. French Dance, c'était quelque chose que j'avais envie de faire en écoutant de la musique, tout simplement dans le métro, avec mon MP3. En écoutant certaines musiques, j'ai trop envie de me mettre à danser maintenant. Du coup, au lieu de me mettre à danser maintenant, il faut que je me donne un prétexte. Du coup, on le fait en vidéo et il vaut mieux que je danse dans la rue et avoir l'air d'un con, mais qu'on me filme pour garder des souvenirs et pour que les gens autour se disent « bon, il est filmé ». Et plutôt que si je me mettais à danser tout seul dans le métro. C'est essayer de tendre vers un peu la comédie musicale, mais à la fois rester sur le web à faire une vidéo. Son talent lui a valu d'être repéré par l'équipe du Golden Moustache, qu'il intègre fin 2012. Sa première vidéo avec cette équipe cartonne avec plus de 4 millions de vues. À ton avis, combien de fois faudrait se branler pour tuer tous les mecs sur Terre? Mais ça ferait de nous des monstres. Non, ça ferait de nous des dieux. Qu'est-ce que tu fous? Je ne sais pas s'il reste encore des décraques dans la fratrie, mais je vais miser dessus. Tiens, je t'en fiche mon billet. Wouhou, c'est super, je peux voler comme Superman, mais pas toi tu peux pas voler. Franck, arrête de jouer avec ton hélice. Ah, attention, il y a une tortue gazelle. Oh non. Bon, le temps que Franck se remette, on va regarder un sujet histoire et nouvelles technologies sur les mutations génétiques. Peut-être d'ailleurs, les mutations génétiques de Mario sont temporaires. Rubrique Histoire et nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon, patron, cette fois on travaille sur quel dossier avec Baptiste? Les mutations génétiques. Ok, on y va? On y va. Laissons Nico et Baptiste faire leurs recherches. Si vous aimez les mutations génétiques, déjà vous êtes bizarre, vous aimerez certainement les X-Men, Spider-Man, le film culte de Todd Browning, Freaks, La colline à des yeux et le délirant Toxic Avenger. Bien, patron. On a pu étayer le dossier sur les mutations génétiques et je vais commencer par quelques petits cas qui sortent de l'ordinaire. On va y aller crescendo. La sirène du Pacifique, mi-homme, mi-poisson. Elle représenterait une vraie sirène. Elle a séjourné, a priori, quelques années dans le musée Barnum. Barnum étant un maître de l'illusion, on ne sait pas vraiment quelle était cette réalité. Mutation ou pas. Le dernier cas, peut-être le cas le plus étrange, le cas de Schlitz, un personnage très bizarre, une dame qui ressemble trait pour trait à une sorte d'ogre. Son physique lui a permis de jouer dans un film. Pour moi, les mutations génétiques, en tant que scientifique, c'est plutôt lié à la maladie. En revanche, nous sommes le fruit de la mutation génétique, sinon nous ne serions pas là pour en parler.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques qui sont utilisées aujourd'hui en génétique nous apportent énormément de choses pour produire des médicaments, des hormones de croissance, des vaccins. Et je pense sincèrement que nous avons déjà effectué des expériences plus que douteuses, très certainement dans des pays où l'éthique est bien moins importante. C'est ce qui me porte à croire que certains renoms ont joué justement sur cette fameuse éthique tout au long de notre dernier siècle, et en l'occurrence par exemple Barnum, qui est le génial inventeur du cirque moderne. Cet homme avait compris comment lancer un engouement auprès du public en jouant des mutations des gens. Et en l'occurrence, la sirène du Pacifique, comme je disais, mythe ou réalité, est-ce qu'elle existait vraiment? Il a joué en l'occurrence avec Krao, la laotienne, une sorte d'homme mi-singe, mi-homme, qui comportait les caractéristiques d'un singe, qui était complètement velu. Le début des années 80 marque véritablement le commencement des expériences génétiques. Ainsi, on a réussi à produire très facilement des vaches tellement musclées pour produire de la viande qu'elles ne pouvaient même pas se déplacer, ou encore des porcs géants. Je parlais d'un point supplémentaire, le cas exceptionnel de John Merrick, dit l'Elephant Man. Il représentait, aux yeux des gens, une sorte de monstruosité, une bête de foire. C'est vrai que quand on voit son physique, dans les archives, dans les données, il y a de quoi de se poser des questions. Même aujourd'hui, on a rarement des cas aussi surprenants. La science est d'accord aujourd'hui pour dire que c'était vraiment une maladie. Mais est-ce que ça ne pouvait pas être tout de même, quelque part, à un moment donné, une mutation génétique? Il existe une technique très simple, qui est aussi simple que de faire une bouture sur une plante, ça s'appelle la transgénèse. C'est appliquer les gènes d'un animal sur un autre animal, par exemple. Pour vérifier les systèmes de transgénèse, on va implanter, les Chinois l'ont fait, les Taïwanais l'ont fait, on va implanter des gènes de méduses, puisque les gènes de méduses ont la particularité d'être fluorescents, dans un porc et dans un chat. Aujourd'hui, on produit des porcs fluo et des chats fluo, avec une grande simplicité. Alors moi, je veux terminer par un point qui est vraiment pour montrer à quel point certaines personnes de notre planète ont utilisé cette phrase. La science mérite des sacrifices. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité top secrète, l'Unit 731, va faire des tests qu'on appelle de la zootrophie. Ils se sont posé la question, est-ce qu'il est envisageable que l'homme puisse développer les facultés des animaux? On n'est pas si loin des Marvel au final. Ils ont quasiment rien inventé. On les voit dans Spider-Man développer certaines facultés de l'araignée. Les scientifiques, à l'époque, se sont posés ces questions-là. En parlant de transgénèse et d'éthique médicale, il y a une société américaine qui vend actuellement un chat hypoallergénique, mais surtout un chat produit artificiellement, génétiquement, entre un mélange de léopard, de serval africain et de chat domestique. Ce chat coûte à peu près 27 000 $ et pèse 12 kilos. Imaginez un peu avec quelle simplicité est-ce que nous pourrions faire sur le corps humain. En conclusion, patron, la transgénèse, la mutation génétique sont des techniques qui sont couramment utilisées aujourd'hui. Elles sont à portée de main et ce n'est que l'éthique médicale qui nous bloque, fort heureusement, dans l'avancée de ces projets. Nous espérons, comme toujours, que ces informations seront utiles à l'organisation. Batman, je suis désolé de ne pas avoir été un si bon super vilain. Ah Mario, mais pourquoi tu fais ça? Batman, il est mort. Oh, non, attends, il faut que je te dise. Bon, bah même Marion Cotillard en fait moins des caisses quand elle meurt. Hein. Allez, tout de suite, un sujet sur Rob Liefeld, dont nous a parlé Laurent, en plateau. Je vais peut-être lui faire de bouche à bouche, mais comme il a une moustache, j'hésite. Rubrique BD et romans, avec Laurent. Je vous ai trouvé Rob Liefeld, alors je voudrais qui est né en 67, je voudrais qu'on voit une pub où il apparaît. Ah bah déjà, il aide. After I got a job and they saw that you can make a living out of it, you'll hear no complaints anymore. Il a quel âge? Ah, c'est le... Oh, je crois qu'il m'en a parlé déjà, ce mec. Oui, parce qu'on a lu les comics que nous a fait juste avant la préparation et c'est énorme. Donc voilà, ça c'est une pub réalisée par Spike Lee en fait. Il a quel âge? Il s'est pas foulé, hein. Là, il a la vingtaine, là, il est tout jeune. Donc à la fin, il explique, il dit non, j'ai jamais fait d'école, je suis autodidacte. En effet, t'es autodidacte, mais ça se voit quoi. Alors, c'est un mec qui commence chez Marvel et il bosse sur les Nouveaux Mutants, une série parallèle à X-Men avec des mutants, et qui est relancée au numéro 1 sous le titre de X-Force et qui se vend à des milliards d'exemplaires, à 4 millions d'exemplaires. Je crois me souvenir de cette période, effectivement, où c'était très laid, les dessins, les couleurs, il y avait quelque chose qui marchait plus. Ça faisait, Alors lui, vous allez voir, je vais vous montrer après, c'est quand même particulièrement moche. Et il y a d'autres mecs avec lui qui font partie de ce mouvement, des petits jeunes qui arrivent. Il y a Jim Lee, qui bossait sur Punisher, puis sur les X-Men. Il y a Todd McFarlane, que vous connaissez, qui est après parti faire Storm. Un peu d'argent. Et justement, McFarlane
McFarlane, Jim Lee, Liefeld sont partis. Ils en avaient marre de bosser pour faire vendre plein de BD à Marvel, en faisant Spider-Man ou X-Men, sans toucher de droit sur les BD qu'ils vendaient, quoi, avec des personnages qui n'étaient pas eux. Donc ils sont barrés pour faire leur propre boîte qui s'appelait Image Comics, et ils ont fait leur propre... Lui c'est un des créateurs d'Image Comics. Ouais. Et lui, il est parti, il a fait Youngblood, voilà. Il a fait Youngblood, qui est juste indigent, quoi. Niveau scénar, c'est indigent, niveau dessin. Alors, on va regarder ensemble quelques images. Moi, je veux les détails. Voilà, regardez, c'est magnifique. Le torse, c'est vraiment bien proportionné. C'est vraiment magnifique, voilà. Des positions tout à fait naturelles, hein. Regardez, voilà, on se tient vraiment comme ça. C'est pour montrer qu'il sait vraiment pas dessiner, quoi. Voilà. Alors là, il y a un truc, celle-là, je voudrais qu'on y reste dessus. Il y a un truc que j'adore, il sait pas dessiner les pieds. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des espèces de sols qui sont ronds comme ça, il n'a pas à dessiner les pieds. Voilà, celle-là j'aime beaucoup. C'est pas des parce pieds que en fait, c'est des pointes. Il fait des pointes, là, on dirait une danseuse, et puis tout est mauvais, hein, toute la position est mauvaise. Image, c'est quand même maintenant un des groupes qui a les meilleurs dessinateurs. Ouais, mais ils se sont tous barrés d'Image. Plus dans l'esthétique. C'est un truc bien différent. Alors lui, il s'est fait virer parce qu'il utilisait le chéquier de la boîte pour rembourser ses dettes, en fait. Donc à un moment, les mecs, ils ont dit non, c'est fini, il s'est fait virer. Là, dernièrement, il a dit j'arrête les comics sur Twitter, il s'est vanté de ça, et puis le lendemain, il a dit non, c'était pour déconner, les gars. Vas-y, reste. On veut casse-toi. Non, c'est vraiment fabuleux. Alors, dit. Donc voilà, c'est un vrai nanar. Je suis content d'avoir trouvé un truc en BD. C'est un vrai nanar, Rob Liefeld. Voilà. D'ailleurs, il a été Peter David, un des scénaristes assez connus, l'a surnommé le Ed Wood des comics, quoi. Pourquoi ce mec s'est retrouvé dans ces positions-là? Ça plaît beaucoup. Il y a des gens qui le comparent à Kirby en disant il a l'énergie de Kirby, la pêche, il y a une énergie dans ses dessins. Je crois que ce sont des aveugles qui ont fait cette remarque. Non, c'est incompréhensible. C'est la colo. Mais voilà, aussi, il vend toujours des BD, c'est ça le pire. Il a toujours du succès. Ouais. La colo est moche, mais alors là. Non, c'est moi qui ai. Il a pris l'eau, je sais pas ce qu'il fait avec celui-là. Il était aux toilettes, il avait plus de PQ. Il l'a lu dans son bain, parce qu'en même temps. Disons que c'est pas le joyau de ma collection, les Youngblood de Liefeld, donc j'en prends pas très souvent. Putain, pourquoi il y a des pages à l'envers et des pages à l'endroit? Parce que comme ça, il peut faire 2 couvertures. Ouais, bah oui, tu retournes, c'est réversible. Oh, le bat-signal. On a besoin de moi et Robin. Robin! Here we go! Non, Franck, ça suffit. Non, mais si, mais je suis devenu gentil maintenant. Je peux être ton Robin, mais version plombier, quoi. Ok, on admet, on travaille ensemble, t'es mon Robin. Tu sais quand même que moi et Robin, on est... Comment ça? Bon, écoute, je lance un sujet sur Rudy de la Flanders Company, qui a créé une web-série sur les super méchants, et je t'explique ça pendant ce temps. D'accord, ça marche. Il est beau, ce signal. Oh oui, et t'as pas fini de le voir. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Ah, qu'ils ont le beau rôle, hein, les Superman, les Spiderman, les Michael Mann. Qu'est-ce que je raconte? Que seraient les gentils sans les méchants? Allez, prenez une feuille, interrogation écrite. Et celui qui aurait la meilleure note se nomme Rudy Pomared. Rudy, c'est le créateur de la web-série La Flanders Company. Une série de qualité diffusée sur le web, à la télévision et éditée en DVD qui se centre sur une agence spécialisée dans les super-vilains. Ce qui fait un bon super-héros, ce n'est pas le costume, ce n'est pas les super-pouvoirs, c'est le fait d'avoir des adversaires diaboliques à éradiquer. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. D'où vient le nom Flanders Company? C'est le nom qu'on avait donné à un organe dans une autre production à nous qui s'appelait Damned, dont le rôle était de s'occuper de l'insertion des démons dans le monde normal, dans le monde des humains. Et c'était une entreprise un peu mystérieuse, très humaine finalement, et très orientée finance, etc. On avait juste amorcé le concept, on l'avait pas beaucoup utilisé, mais voilà, quand on a réfléchi au concept de la Flanders Company, finalement le nom s'est imposé de lui-même, quoi. Et vous avez terminé la 4e saison? La 4e saison, elle est bien terminée, et avec ça, on a terminé la série. En tout cas, on a apporté une fin ouverte aux aventures de nos personnages. Ça a été 2 ans de travail pour finir cette saison. Elle a été un peu plus longue, on a mis un peu plus longtemps que les autres à la faire. On a eu une grande projection avec tous les fans à Japan Expo, dans une salle dédiée. C'était vraiment super sympa, il y avait une bonne ambiance, bonne émulsion. Les gens ont pu réagir à la projection en direct. C'était vraiment fun. Ces personnages sont-ils en repos? Finalement, leurs aventures vont continuer sous la forme de BD, avec Todd au dessin et Ed Rickey à la colorisation. Là, on vient de signer pour le tome 2, le tome 3, on travaille dessus, on a déjà pas mal avancé. Donc voilà, on a encore le temps de voir des aventures avec Caleb, Hippolyte, Cindy et tous les autres, sous forme de BD cette fois.
Comment s'est passée l'écriture de ces épisodes? L'écriture d'une saison de Flanders, c'est avant tout un travail collectif, en tout cas au début. C'est-à-dire qu'on se retrouve et on commence à faire des recherches ensemble sur des thèmes qu'on voudrait aborder. Et ensuite, c'est vraiment moi qui m'occupe de l'écriture des scénarios. Donc je fais toutes les structures des épisodes. Je propose d'abord un déroulé avec des jalons. Ensuite, je m'occupe épisode de voir ce qu'on met à l'intérieur, de comment les habiller. Et évidemment, tout le monde a le droit à ce moment-là d'émettre des idées, de proposer des choses. Et je vois si elles sont compatibles ou pas avec ce qu'on a prévu. Qu'es-tu en train de faire, mon fils? Vous êtes Georges Clooney. What else? Alors comment est-ce que tu gères ton planning? J'ai la chance, durant toutes ces saisons, d'avoir vraiment des gens qui se sont assez impliqués là-dessus. C'est-à-dire que j'ai Simon qui joue Armand Troman qui m'a beaucoup aidé pour démarcher des endroits, essayer d'en trouver, organiser un petit peu, en tout cas au moins le planning des gens. Frédéric Austin qui joue Hippolyte qui a été vraiment super disponible avant et pendant les tournages. Vraiment, il a fait en sorte de mettre le projet en avant. Après, c'est vrai que comme on est tous bénévoles, finalement, c'est pas notre métier de faire ça. On fait ça sur notre temps libre, on a tous des métiers à côté. Ça a été très difficile de ménager les horaires de tournage, en tout cas les dates de tournage, avec les impératifs de tout le monde. C'est frustrant, mais mine de rien, on a quand même réussi à s'en sortir. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi. Sachez que, pour ceux qui aiment l'extrême, la série est déconseillée aux moins de 10 ans. Oui, il faut avoir plus de 10 ans. Vous allez me dire qu'il ne me faut pas grand-chose, et ce n'est pas faux. J'ai un petit cœur sensible. Mais l'épisode 10 de la saison 4, lui, est carrément interdit aux moins de 12 ans. Et là, j'ai même plus le droit de regarder. Quelle est l'œuvre qui t'a le plus influencé? Forcément, je suis influencé par plein de choses. Mais dans la façon dont je me suis développé en tant que réalisateur, on va dire, et scénariste, c'est vrai qu'il y a deux individus qui ont une part importante pour moi dans la façon dont j'écris et dans mon style. C'est Joss Whedon, qui est donc le créateur de Buffy. Il amène son spectateur dans un axe et puis il le casse. Il a un sens de la formule qui est assez grandiose. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Terry Pratchett. C'est un type qui prend le contre-pied de Tolkien, qui écrit une trentaine de bouquins de l'univers qui s'appelle le Discomonde. Le personnage d'Igor, par exemple, c'est un emprunt à Terry Pratchett. Le personnage d'Igor, il apparaît dans une dizaine de ses bouquins et on en a fait un à notre sauce, mais évidemment, on y fait référence parce qu'on aime bien, dans la Flanders, faire référence aux choses qu'on aime. Allez. En tout cas, pour Rudy, une chose est sûre, il nous a fait du bien en nous faisant du mal. Tout de suite, la shopping list. Bon, écoute David, là tout redevient normal, il n'y a plus de super-héros, plus rien. Tu peux me détacher alors? Attends, j'ai juste une question avant, on n'a jamais fait de best-of shopping list. Bah non, parce que c'est pas super intéressant. Comment ça, ce n'est pas intéressant, Batman? Écoute, avec moi j'ai un super pouvoir, le pouvoir de la shopping list. Et j'ai amené des coques d'iPhone envoyées par HDW. Et je vais te les lancer pour que tu souffres. Vas-y, souffre. Ouh, il y a du Wonder Woman, du Superman, du Joker. Et aussi des coques pour tablette tactile. Oh tiens, prends ça. Tu souffres. Hein. Il y a aussi un livre de Ant-Man. Allez, tiens, prends-toi ça et des intégrales de X-Men et Spider-Man. Ça va faire mal. Je vais d'abord t'envoyer le X-Men et ensuite le Spider-Man. Alors, que dis-tu de ça, Batman? J'avoue, c'est fort la shopping list. Non, c'est vrai que je lui ai expliqué un petit peu comment moi et Robin on était, comment on était proches, et puis apparemment il a bien accepté la situation. Bon, c'est vrai que moi au début j'avais un peu de préjugés sur Batman, je me suis dit qu'il se la pétait un peu trop avec sa grande baraque, ses voitures et tout, mais au final c'est quelqu'un qui a un grand cœur et je l'admire pour ça. Je pense qu'aujourd'hui on vit une grande histoire d'amour tous les deux. C'est sûr que j'aimerais un petit peu qu'il s'épile, et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de monde à la maison quand même parce que sa famille est très très présente. Il y a Luigi, il y a sa sœur, Princesse Peach, parce que
ça on le sait pas, c'est sa sœur. Et puis bon, bah, il y a les Bowser, bon, ça va, ils sont plutôt cool, ils sont pas méchants, c'est une famille quand même qui est bon, c'est des Italiens, donc ça parle un peu avec les mains, ça mange des spaghettis, ça mange des boulettes de viande, ça c'est pas très grave. Bon, Alfred prend un petit peu trop de place dans notre relation, j'ai l'impression, et puis vu qu'il gagne un peu plus que moi je suis que plombier, hein. Bon, il y a un peu des querelles, mais bon, c'est ce qui fait aussi une relation. Mario, bah, j'ai vraiment des sentiments, quoi.